un épisode super spécial exclusivement pour vous ici aujourd'hui. Depuis le fief de Lotus, à 2h30 au nord-est de Londres, à Ethel. C'est ici que la société Lotus est née, là où ils fabriquent toujours leurs petites voitures de sport. On les fabrique toujours ici aujourd'hui, là où se trouvent aussi leurs nouvelles voitures électriques et hybrides rechargeables. Développées en ce moment, on va découvrir quelle part d'ingénierie britannique reste chez Lotus avec leurs nouvelles voitures électriques et le tout premier hybride rechargeable, pour ainsi dire, l'Elettre, qui est le SUV tout électrique, mais maintenant aussi en hybride rechargeable avec presque 1000 chevaux et une batterie presque aussi grande que celle d'un véhicule entièrement électrique. Comment cela peut-il avoir du sens? On vous dit tout avec cette exclusivité, incluant un épisode sur circuit avec Thomas sur AutoGFuel en 4K, plein écran, version longue. C'est parti! Vous allez peut-être dire « Mais on a déjà vu cette voiture !» Oui et non, parce qu'on a déjà découvert les lettres full électriques et ils se ressemblent beaucoup. Mais ils utilisent une plateforme différente pour que celui-ci soit désormais aussi un hybride rechargeable. Et c'est vraiment difficile à comprendre d'un côté. Mais bon, entrons un peu dans les détails. Comme je l'ai dit, voici presque le même véhicule. Ici, en Galloway Green, un vert très intense. Le vert a toujours été une couleur Lotus. Et maintenant, jetons un coup d'œil ici au véhicule le plus récent. On a donc des jantes de 21 pouces ici, assez grandes, un look sympa. Et puis la forme de la Lotus Elettre, c'est sûr, mais encore une fois, une plateforme différente. On a donc un moteur électrique à l'avant, un à l'arrière, comme sur la version tout électrique, et 952 chevaux. La différence ici, c'est qu'on va bientôt voir un autre moteur sous le capot, un moteur thermique de 2 litres, qui sert de générateur, mais peut aussi entraîner directement les roues. La longueur ici est de 5,10 m, soit 201 pouces. Et on voit qu'ils ont beaucoup misé sur l'aérodynamisme. Vous voyez, il y a plein d'ouvertures et d'interstices ici sur le véhicule, à l'arrière comme à l'avant. L'aérodynamisme est aussi un aspect qu'ils ont beaucoup exploité dans leur héritage. Et la gamme actuelle ressemble à ceci. Voici les lettres SUV hybride rechargeable vendu en Chine comme Lotus for Me. Il n'aura pas le même nom en Europe, ils vont sûrement le changer, peut-être l'appeler hybride rechargeable électrique, on verra bien. Ce n'est pas encore définitif. Il y a aussi ici une version chinoise du véhicule, mais ce sera plus ou moins la même chose, pour ainsi dire. Ensuite, ils ont la petite sportive Emira qu'ils construisent en fait juste, vous savez, juste derrière moi dans ces halls en bas. Et c'est encore une petite voiture de course thermique et ils ont aussi la grande berline tout électrique, l'Emeya. Et puis ils ont aussi leur supercar tout électrique, les Vija, limité à 130 exemplaires. Voici le moteur 4 cylindres 2 litres alimentant un générateur pour plus d'autonomie. Ils promettent 1400 km d'autonomie totale. Elle roulera normalement à l'électrique. Et elle accélère en 3,3 secondes de 0 à 100 km/h, ce qui est un peu plus lent que le haut de gamme électrique, le tout électrique, et un peu plus rapide que la version d'entrée de gamme de l'électrique. Au total, elle affiche 952 chevaux et elle roulera encore principalement en tout électrique avec une batterie nette de 70 kWh. Perso. Et c'est aussi gros qu'une batterie de voiture entièrement électrique. Celle du SUV électrique ferait 112 kWh, donc encore plus grande. Quand la batterie passe sous un certain seuil, elle peut aussi entraîner directement les roues et offrir une propulsion combinée si besoin. Il y a donc différentes situations où le moteur thermique intervient. Mais dans la plupart des cas, il servira plutôt de générateur d'autonomie. Jetons aussi un coup d'œil à l'arrière, où l'on voit à nouveau ce travail aérodynamique ressortir ici à la fin. Un coefficient de traînée de 0,26 d'ailleurs, comparable à un Mercedes GLCEQ. Pour la taille du véhicule, c'est vraiment pas mal du tout. Et vous conduirez ce véhicule avec l'efficacité aérodynamique d'un modèle électrique. Un recharge de 20 à 80% en moins de 9 minutes. On profite donc d'une recharge qui est vraiment rapide. Ce ne sont pas les ports européens ici d'ailleurs, juste pour info. La trappe de recharge électrique est là. C'est là qu'ils profitent tous de la Geely Corporation. Ils ont tous des capacités de recharge super rapides.
D'ailleurs, ici, le clapet est de ce côté et la trappe à essence de l'autre. Je veux dire, Lotus est dans une situation similaire à celle de Volvo. La différence majeure, c'est que Volvo construit aussi ses nouvelles voitures actuelles en Suède. Alors, Volvo a toujours un siège social plus important en Suède, mais les deux, Volvo et Lotus, appartiennent au groupe Geely, tout comme Lynk & Co, par exemple. À l'arrière, on voit que le bandeau lumineux traverse et il y a une signature animée sympa quand on met les clignotants. Et ici, c'est écrit Lotus for me. C'est donc le nom en Chine. On peut aussi voir les caractères chinois juste là. Comme je l'ai dit, ils n'utiliseront pas ce nom sur le marché européen. Si vous avez une meilleure nom, dites-le moi dans les commentaires. Visuellement, ça marche très bien. On jettera bientôt un coup d'œil détaillé à l'intérieur. Et bien sûr, j'ai tellement hâte de passer à la conduite aujourd'hui, je vais tester ces 3,3 secondes d'accélération pour vous, c'est certain. Point important pour la conduite, elle a de série une suspension pneumatique à 2 chambres qui monte ou descend selon la situation. Et elle a un système anti-roulis électronique à l'avant comme sur l'essieu arrière. La voiture reste donc toujours droite, mais il peut également être désactivé. Selon la situation aussi, ce qui est mieux pour chaque moment de conduite, si vous avez des nids de poules, ils ont cet étui et également sous la forme du logo Lotus, et voici donc la télécommande. C'est plutôt cool, non? Pas vrai? Et puis vous avez une seule touche pour l'ouvrir et la fermer en même temps. Vous voyez les poignées de porte affleurantes. Comme vous l'avez peut-être entendu, elles seront bientôt interdites sur le marché chinois. Voyons si d'autres régulateurs suivront. Et là, c'est manuel quand on ouvre comme ça et le bruit de fermeture. Ouah, je veux dire 4 portes sans cadre. Un super bruit de fermeture, c'est très rare. Et vous avez aussi le vitrage feuilleté ici, à l'avant comme à l'arrière. Juste là, cette couche supplémentaire. Puis à l'intérieur des portes, vous voyez qu'on a ici un mélange noir et vert très unique et tout est recouvert. Vous avez aussi les déverrouillages de portes électroniques ici avec ce, vous savez, moletage métallique. C'est aussi très abouti ici pour les lève-vitres. Je préfère l'ouverture manuelle des portes de l'intérieur. Elles vont aussi faire leur retour. Croyez-moi, ici, on a le déverrouillage manuel séparé juste là, en partie inférieure. Tout est aussi recouvert dans les portes. Et voici les rétroviseurs numériques. Et voilà. C'est un équipement en option, j'espère en tout cas. C'est la même chose pour la version tout électrique. Je suppose donc que ce sera aussi en option pour l'électrique. Ensuite, on a dans ce cas le badge d'entrée For Me. Le nom sera différent de ce que j'ai dit pour l'Europe. Pareil pour les couleurs ici sur le volant. C'est vraiment impressionnant et sportif. Mais on a toujours des molettes manuelles avec des cliquetis pour le régulateur et à droite pour tout ce qui est. Les instruments et le reste. On a quand même de petits instruments numériques. Ils ont donc plutôt tout misé sur l'affichage tête haute. Ici d'ailleurs, le logo là, ce sont les initiales du fondateur de Lotus. C'est pour ça qu'il y a ces lettres. Et puis, les sièges ici, très sport, genre siège baquet. C'est un mélange de cuir et de peau, j'ai entendu. Il y a aussi des sièges en tissu disponibles sur les lettres tout électriques, par exemple. Alors, je choisirais probablement ceux-là. Ils ont un tissu spécial appelé Lotus Wear. En tissu recyclé, c'est même encore plus doux et plus confortable au niveau de l'assise. Et ces sièges en tissu seront aussi un peu plus respirants de manière passive. Ouais, ils sont dispo pour les lettres électriques. J'espère qu'ils seront aussi dispo ici pour l'hybride rechargeable. Et puis, vous pouvez aussi avoir un volant en microfibre, par exemple, et il se règle de haut en bas et d'avant en arrière électriquement. Design spectaculaire, ces palettes à gauche permettent de régler la régénération. Ça fait aussi un petit clic. Ensuite, on peut modifier le mode de régénération, soit plus intense, soit plus doux. On a aussi testé à droite. J'ai la même pédale pour monter et descendre. Puis, je change le mode de conduite. On pourra également en parler très bientôt. Donc la suspension pneumatique monte et descend aussi selon ça. Et maintenant, le cockpit. D'abord ici, encore les sièges. Ils sont vraiment assez confortables. Bien qu'ils aient l'air sportif, l'ergonomie est bonne. Je choisirai alors les sièges en tissu, bien sûr, pour que tout soit cohérent avec un volant en microfibre. Dispo pour le SUV et lettres. Garde au toit à 1,89 m, ça va, aucun souci. Encore plus avec le toit vitré, il est fixe. La seule chose que vous pouvez faire, voilà. On doit aller dans le menu ici parce que
où est-ce que cela se trouve là? Voilà. C'est oui avec cette opacité électrique et puis on peut aussi passer en transparence automatique. Cela pourrait fonctionner aussi. Mais on ne peut pas l'ouvrir ou un truc du genre. Ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'ils ont tout le ciel de toit en microfibre et ça s'étend sur tout le véhicule. Ils veulent donc vraiment être dans ce segment haut de gamme. Là aussi, quand on baisse les pare-soleil, ils sont tous recouverts de microfibres à l'avant comme à l'arrière. Bien sûr, avec lumière intégrée. C'est vraiment génial. J'adore ce souci du détail. Aussi, 4 poignées ici. Donc, pas d'économie là-dessus. Et ici à l'avant. Tout est correctement recouvert. Vous savez comme en haut ici, la partie centrale, il y a un petit écran passager. Je pense que c'est bien. On a aussi une boîte à gants qui s'ouvre ici via cette petite commande sur la console centrale. Et voilà, on a un petit retour tactile. Et voilà, et là, on peut ouvrir ou bien refermer par ici. On a un chargeur à induction qui est également recouvert de microfibres. Ouais. Voyons si le véhicule s'efface si le téléphone reste bien en place. On verra ça très bientôt. Voici l'unité de clim manuelle. Ravi de voir ça. Vous voyez aussi cette animation ici. Plus chaud ou plus froid. Et c'est une clim bizone. Et on entend aussi un clic, comme vous le captez peut-être au micro. C'est vraiment sympa. Beaucoup de numérique ici, mais encore du manuel, comme avec les palettes de vitesse. Enfin, pas vraiment, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et puis ici, pour la sélection de conduite, la marche arrière. Il y a la caméra de recul haute résolution et aussi une vue à 360 degrés et ainsi de suite. Appuyez sur P pour parc. Porte-gobelet, comme chez Bentley ou Porsche. On peut les enfoncer comme ça et puis ils ressortent. Je crois bien que c'est vraiment très courant sur les modèles Porsche Panamera et ouais, les Bentley Continental. Ils partagent aussi la plateforme, d'autres Bentley aussi, et puis encore un moletage métallique ici. Libère plein d'espace dessous. 2 ports USB-C. Ils sont aussi puissants. C'est vrai, ça me rappelle un tout petit peu les détails d'un intérieur Bentley, non? Tu sais, le système d'infodivertissement est assez grand. On peut y jeter un œil aussi. Il a encore, la toute première version du logiciel, donc c'est pas encore tout à fait finalisé. Ouais, les compteurs numériques, il n'y a pas grand-chose à voir, mais il y a un grand affichage tête haute, la vue du conducteur, encore une fois, avec aussi ces bruits de clics sympas sur les boutons. Du volant ici. C'est encore pour le régulateur de vitesse. À droite, on peut aussi régler le volume. Et puis l'unité d'infodivertissement principale, donc j'utiliserai toujours, bien sûr, les commandes de clim manuelle, mais on peut aussi le faire sur l'écran, c'est aussi possible. Il y aura aussi un GPS interne disponible plus tard, bien sûr. Mais la visualisation est cool aussi, non? On voit aussi la puissance de calcul derrière. Vous voyez, c'est vraiment assez réactif, pour ainsi dire. Vous avez un menu normal, Apple CarPlay est disponible pour connecter votre téléphone. Voilà ce que ça donne, l'intégration. Alors, c'est intéressant, non? Apple CarPlay est toujours un peu plus lent, moins réactif que le système de la voiture, et c'est toujours le cas, en fait, d'une certaine manière. Mais pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Ici, via la fonction véhicule, on règle aussi la transparence du toit, etc. Puis les sièges arrière, tout est encore recouvert ici. C'est très bien fait. Aussi, bel intérieur alu brossé, l'ouverture et les carrières. Et ça fait un clic sympa. Franchement, la qualité de finition est bluffante, faut le dire. Et encore un ici. De petits logos brillants, Anthony Colin Bruce Chapman. Ce sont les 4 prénoms réunis du fondateur de la marque Lotus. C'est pour ça qu'ils ont ces logos spéciaux, vous savez, avec ces initiales toujours à l'intérieur. Et regardez ça, enfin, pour l'association de couleurs, on peut en discuter. Le vert est la couleur d'origine de Lotus. Puis, les bandes jaunes commencent ici. On pose celle-là. Oh, regardez ça, même ici, du moletage métallique sur le dessus des porte-gobelets. Donc, et je dois vraiment dire, quand on parle de l'influence chinoise sur Lotus, les constructeurs chinois, ils maîtrisent vraiment ça. La qualité de fabrication intérieure est de premier ordre. Lotus en profite donc vraiment. Le milieu peut aussi s'abaisser pour servir de trappe à ski. C'est une pièce vraiment lourde et on a aussi une commande électrique ici pour les sièges arrière.
On peut les redresser ou les incliner, et là encore ces boutons molletés en métal pour ça. C'est comme une division 2 tiers, 1 tiers des sièges, où on peut modifier l'inclinaison juste un petit peu. Garde au toit, ok, même avec ma taille, de 1.80 i 9 metro. C'est juste, mais ça va. C'est joliment recouvert de microfibres. Même quand on touche en dessous et tout, il reste aussi assez de place pour les jambes des grands. Pas de souci. Un truc avec les électriques, même si ce SUV n'est pas le plus haut, on voit qu'ils ont prévu des niches pour les pieds. Mais on voit quand même l'inclinaison ici. Mais je pense que ça va encore. Vous savez, sur l'Emeya, sa version berline, c'est peut-être plus un problème si on compare par rapport à cette version SUV. C'est vraiment spacieux. C'est un véhicule long, 5 mètres 10. Donc on n'a plus qu'assez de place ici, à gauche, à droite, devant, derrière. Donc une expérience confortable et spacieuse. Et dans la partie centrale, vous avez aussi une unité séparée ici, un écran séparé. Vous pouvez donc aussi y changer la transparence du toit, par exemple, et c'est aussi en haute résolution. Jetons un œil au coffre. C'est parti. Et bien sûr, nous allons prendre les mesures. Cette valise se loge verticalement en dessous. Il y a ce cache-bagages fixe plus classique et luxueux qu'on peut aussi retirer. Et là, vous voyez, bon, ce n'est peut-être pas le plus haut, mais ça reste spacieux. Ici, ça fait un bon mètre ou 40 pouces de large. C'est un véhicule long, on a donc ici 1,20 m ou 47 pouces. Et la hauteur ici est d'environ 28 pouces ou 72 cm. On peut soulever ça, mais il y a juste, vous savez, trop d'espace en dessous en fait. Et puis on peut aussi, enfin, je dois faire le tour parce que c'est tellement long que j'ai vraiment du mal à l'atteindre en fait. Et puis il y a une partie 2 tiers, 1 tiers, où vous pouvez aussi n'abaisser que la trappe à ski, ça marcherait aussi. Et là, on arrive à une longueur totale de... Voyons voir ça ici. Ouais, on est facilement à 2 mètres ou 79 pouces. Maintenant, on pilote. Et Brian nous rejoint. Il est de retour. Ça fait plaisir de le voir. C'est parti. C'est tout simplement et absolument ridicule. Bon, d'accord, tout cela me semble être vraiment faux à absolument tous les niveaux. Oui, 200 km/h. c'est dingue. Oh, c'est fou à quel point les sensations sont différentes par rapport à une voiture de sport classique. 3,3 dans un SUV. C'est bien plus risqué que 2,9 dans n'importe quoi d'autre. C'est génial. C'était le 0 à 200 km/h, 0 à 125 miles par heure, et c'était genre... C'est tout. C'est comme si on roulait en électrique, tu vois. C'est une hybride rechargeable, mais l'électrique reste l'essentiel. On a moins de poids car la batterie est plus petite. Elle est différente de celle du modèle tout électrique. Mais en même temps, on a un surpoids sur l'essieu avant avec le moteur. Ce qui n'est peut-être pas l'idéal pour la répartition des masses. Disons-le comme ça. Vous voyez que la route est encore un peu humide. Pas trop, mais juste un petit peu. Oh, le freinage est vraiment net. On peut régler le freinage sur standard ou sport. Et quand on le règle sur sport, c'est vraiment genre une réponse très nette. Et on en a parlé avec l'ingénieur de cette direction. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais là, je suis en mode sport. Mais quand même, je dois pas mal braquer. Et parfois, on pourrait bien croire que c'est un défaut. Ici, je dirais que c'est un point positif. C'est aussi voulu car ils veulent que la direction suive vraiment le mouvement des roues. Vous voyez, pour retrouver ce ressenti typique d'une voiture de sport Lotus manuelle. Ce qui arrive souvent avec les nouveaux véhicules chinois, c'est que la direction est totalement floue et tout est axé sur le confort parce qu'ils veulent ce ressenti de... Enfin, vous roulez en ville, vous vous fichez complètement de la sportivité et vous avez l'impression de braquer dans le vide. Mais ici, par exemple, quand je vais à gauche et à droite, les roues devraient faire le même mouvement que le volant, vous voyez? Et du coup, ouais, je dois beaucoup braquer. Mais comme ça, c'est plus naturel et ça ressemble plus à ce qu'une Lotus est censée être. Quand on la pousse vraiment dans les virages serrés, c'est juste de la physique, vous savez, on le sent toujours, quoi. Mais c'est plutôt quand on pousse ici, sur circuit, pas ce qu'on ressent sur route ouverte, mais l'accélération est juste, enfin, géniale. Ça part comme ça dans n'importe quelle situation, vous savez, c'est vraiment dingue. Alors, waouh, la puissance ici est énorme, juste énorme.
On peut aussi essayer quelque chose ici. D'ailleurs, il y a aussi ici un mode de conduite. On peut mettre le mode tour d'ailleurs. Alors quand je roule en tour et que je fais du slalom, on est vraiment secoué. Ouais, mais quand je passe en sport et que je fais le même slalom, C'est bien mieux. ouais, surtout parce qu'on est super rigide et droit. Donc, vous pouvez changer les modes de conduite ici facilement, comme je vous l'ai montré dans la partie sur l'Inde, juste là. Et on peut aussi passer en mode de conduite hybride. Ce serait aussi possible. Elle n'est donc pas seulement une sportive sur circuit, elle est vraiment idéale pour rouler tous les jours. Je suis aussi en mode tour. J'alterne les modes tour, range, sport, etc. En mode tour, la suspension est plus souple. Cette suspension pneumatique à chambre est aussi confortable pour les passagers à l'arrière et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs ce que les ingénieurs de chez Lotus nous ont dit. Ils disent qu'on ne peut pas juste faire une sportive rigide dans ce segment. On doit faire attention aux routes parfois dégradées pour que les gens restent bien à l'aise. Et là, avec la direction, c'est aussi intéressant. Ils ne l'ont pas rendue rigide comme une sportive pour donner ce feeling de course. En même temps, comme la direction a un peu plus de débattement, on n'est pas dans cette zone floue. Chaque degré compte, mais il faut un peu plus de débattement. C'est ce juste milieu pour que ça paraisse un peu plus, vous savez, neutre, un peu dans le style et dans l'esprit de Lotus, plus, vous savez, comme avant, mais en même temps, ça doit rester confortable, très relax sur l'autoroute. Je veux dire, sur circuit, elle a assuré niveau accélération et tout, mais ça reste un véhicule lourd. Je trouve qu'ici, sur l'autoroute, elle est plus à l'aise. La suspension pneumatique, tu vois, flotte bien sans être trop souple. C'est vraiment parfait. Et je trouve que c'est super silencieux ici, extrêmement calme et confortable. Donc, comme c'est une routière long courrier, je comprends très bien pour l'électrique comme ici avec le prolongateur d'autonomie. Votre avis sur ce concept? Dites-le en commentaire. Et aussi si vous avez aimé notre épisode spécial Lotus Insight. Et maintenant, il est temps d'aller voir d'autres concurrents